Mesdames et messieurs, bienvenue dans le débriefing des experts. Favoriser l'accès de tous à l'eau et à l'électricité est l'un des défis pour les pouvoirs publics ici à Djibouti, où nous nous trouvons et d'où nous vous faisons vivre au quotidien la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel de ce vendredi 8 avril. On en est donc plus loin. Le thème vient d'être débattu par ma collègue Marie-Angèle Touré et ses invités. Dans la première partie de notre émission, nous ferons un débriefing de ce débat. Et dans la deuxième partie, nous irons, comme nous en avons l'habitude, à la découverte du candidat du jour. Il s'appelle Mohamed Moussa Ali Toutou. Il se dit candidat des jeunes. Nous verrons qui est l'homme et ce qu'il propose concrètement aux Djiboutiens en général et à la jeunesse en particulier. Puis nous finirons dans la troisième partie par la question de l'observation des scrutins, des processus électoraux par des observateurs internationaux. L'Union africaine, la Ligue arabe, l'autorité intergouvernementale pour le développement ont déjà déployé ici à Djibouti des observateurs en vue du scrutin de ce vendredi 8 avril. Nous verrons quel est concrètement leur rôle, leur mission dans les processus électoraux sur le continent. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi et autour de moi M. Kayad Moussa. Vous êtes expert en géothermie. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Jaloudine Mohamed, vous êtes vous également expert en géothermie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et j'ai à ma gauche M. Mohamed Amadou. Vous êtes doctorant en économie. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci. Et j'ai pour finir M. Abdi Djama Abdi. Vous êtes ingénieur hydraulique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Nous avons vu, messieurs, dans le débat précédent, les avis étaient partagés. Il y a l'un qui disait qu'il y a des Djiboutiens qui n'ont pas accès à l'eau, pendant que le directeur de l'ONED, de l'Office national d'eau et d'assainissement de Djibouti, disait qu'il n'y a aucun Djiboutien qui meurt de soif, il n'y a aucun Djiboutien qui n'ait accès à l'eau. Quel est votre avis sur la question, Monsieur Moussa? Au sujet de l'eau? Oui, au sujet de l'eau. D'accord, ok. Merci d'abord de nous avoir invités. En fait, même si je ne suis pas un expert dans le domaine de l'eau, mais en tant que citoyen djiboutien, effectivement, nous avons pu remarquer ces dernières années que la majeure partie des Djiboutiens, effectivement, ont accès à l'eau, que ce soit la partie rurale, mais aussi que les Djiboutiens qui vivent en Djibouti-ville. Il est évident effectivement de constater qu'effectivement il y avait plusieurs années effectivement, dans les années 90 effectivement, les Djiboutiens avaient des difficultés à avoir même le citadin, mais depuis ces 15 dernières années, nous avons eu une évolution nette en matière d'accès à l'eau à l'échelle nationale. C'est 35 000 abonnés à l'ONED. 35 000 abonnés à l'ONED, production de 43 000 mètres cubes par jour. Vous pensez aujourd'hui que tous les Djiboutiens ont accès à l'eau? Alors, accès à l'eau, en fait, ça dépend, enfin, comment on détermine. Les gens, est-ce qu'ils boivent à leur soif? Oui. La majeure partie des Djiboutiens, effectivement, maintenant, boivent à leur soif. Même ceux qui vivent, moi, on est du terrain, en fait. On fait la recherche en géothermie, effectivement. On côtoie ces gens, les gens du lac Assal, les gens qui vivent dans la partie nord du pays. Le gouvernement met tous les moyens pour que les Djiboutiens qui vivent en fin fond, par exemple, de la capitale ou fin fond de Djibouti, puissent au moins avoir l'eau, peu importe là où Nous avons un expert hydraulique avec nous. Quel est votre avis sur la question? Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Kayad. L'accès à l'eau est un terme très vaste. Ça dépend de la définition qu'on veut lui donner. Moi, je dirais que tout le monde a accès à l'eau. Ça s'entend eau potable. Voilà, tout le monde a accès à l'eau du fait que, logiquement, quelqu'un ne pourrait pas vivre sans boire. Donc, tout le monde a accès à l'eau. Maintenant, c'est le mode d'accès à l'eau qui diffère. Nous, enfin, je parle au nom de l'ONEAD, nous sommes le seul opérateur existant sur le territoire djiboutien et qui est mandaté pour la distribution de l'eau potable en zone urbaine. Et donc, nous ne ménageons pas nos efforts pour que tout le monde ait accès à l'eau par branchement. Je parle bien par branchement, par robinet direct à la maison. Mais certains modes de consommation existent, notamment dans les quartiers populaires, qui est que les gens s'approvisionnent chez les voisins. Donc ces personnes-là ont accès à l'eau,
mais seulement ils n'ont pas accès directement chez eux à un robinet. Mais il y a aussi la situation de ceux qui vivent en milieu rural et qui sont obligés de faire des kilomètres avant d'avoir justement la possibilité de s'approvisionner en eau. D'accord. Effectivement, il y a des difficultés en ce sens-là, même si, bon, moi, je ne me prononcerai pas pour la partie rurale, mais je veux dire que, voilà, à l'instar des pays qui vivent dans des régions arides, les difficultés d'eau se rencontrent partout. Certes, ces personnes-là se tapent des kilomètres pour s'approvisionner en eau, mais le problème, c'est que la densité de la population dans les zones rurales sont tellement éparpillées qu'on ne peut pas faire des puits devant chaque maison. Donc, ce que l'État djiboutien fait, c'est mettre ces forêts un puits, on va dire, non loin des habitations, et ces personnes-là, tout naturellement, viennent s'approvisionner. Dans votre pays, vous avez de vos concitoyens qui sont obligés de faire 10 km avant d'avoir le comment peut-on régler. Dans les zones rurales. Oui, dans les zones rurales, bien oui, entendu. C'est tout à fait normal. Mais dans la capitale aussi, il y a, vous l'avez évoqué, la situation. Là, M. Arras, qui représentait dans le débat précédent le candidat Hassan Idriss, disait effectivement qu'il faut attendre 2 heures du soir avant d'avoir de l'eau. L'approvisionnement en eau se répartit de façon très irrégulière. Même dans la capitale, ici, vous êtes ingénieur hydraulique. Comment expliquez-vous cet état de choses déjà? Alors, en tant qu'ingénieur hydraulique. L'unique cause et la cause principale est l'insuffisance de la ressource. Donc il n'y a pas suffisamment de nappe phréatique. Voilà, il n'y a pas suffisamment de ressources d'eau potable pour toute la population de Djibouti. Donc du coup, le peu de ressources qu'on arrive à extraire du sol des nappes phréatiques, on essaie de les répartir du mieux qu'on peut à toute la population. Effectivement, comme vous dites, il n'y a pas suffisamment d'eau pour tout le monde, mais nous faisons en sorte que tout le monde ait à... Monsieur Mohamed Hamadou. Bon, sur la question de vous avez accès à l'eau? Oui, moi j'ai accès à l'eau. Vous vivez dans la capitale? Oui, je vis dans la capitale. Par rapport à la question que vous étiez en train d'exposer, mon avis, donc, parce que si j'analyse un peu donc, du point de vue économique, l'accès à l'eau, parce que il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été effectués par le gouvernement depuis 15 ans. Donc, par exemple, on est passé d'une gestion de pénurie. Avant, c'était donc le NIA mettait en place une gestion de l'eau par la pénurie. Maintenant, on est en train d'améliorer l'accès à l'eau à la population. Par exemple, si je prends dans le milieu rural, donc 52% de la population a accès à l'eau. Par exemple, selon les rapports que j'ai consultés et que j'ai eu l'occasion de lire. 52, c'est un Djiboutien sur 2. Oui, un Djiboutien sur 2. Par exemple, moi je suis du Nord. Dans mon village natal, maintenant, tous les ménages ont un branchement à l'eau. Donc avant, ce n'était pas le cas. Quand on a 2 experts en géothermie et un ingénieur hydraulique, on peut se poser la question de savoir s'il faut continuer de s'approvisionner en eau chez le voisin éthiopien ou si là, tout de suite, des possibilités existent pour assurer l'autosuffisance en eau. Je vous pose la question, M. Moussa. Je voulais juste vous introduire peut-être le docteur Jaloudine qui est expert dans le domaine, mais je vais peut-être... Vous êtes vous 2 experts en géothermie. Oui, effectivement. Vous préférez... je vais répondre. Je vais peut-être répondre, mais je vais laisser me compléter parce que faut dire aussi c'est mon formateur. Donc vous êtes arrivé sur le plateau avec votre étudiant. Vous n'avez pas... Non, si je reviens à la question, effectivement... la relation qu'il peut y avoir entre, c'était bien ça, la géothermie, enfin l'énergie plutôt, et l'accès à l'eau. Voilà. Donc, en fait, il faut dire qu'effectivement, la capitale Djibouti, la République de Djibouti dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable. À commencer mon domaine, c'est en géothermie, effectivement. Nous disposons des ressources énormes, plus de 1000 MW à l'échelle nationale. Et ces ressources, effectivement... Si vous voulez, on finit d'abord avec la question liée à l'eau, avant de venir à l'énergie. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, peut-être que M. Jaloudine Mohamed est plus à l'aise sur la question de l'eau, avant qu'on ne vienne à la question de l'énergie, s'il vous plaît. Alors, votre pays dispose-t-il aujourd'hui, effectivement, de potentiel qui puisse permettre tout de suite, à court terme, d'assurer l'autosuffisance en eau? Non, c'est une question qui est très difficile.
Je voudrais aussi compléter un petit peu et faire le lien par rapport à la question précédente que vous aviez posée aux collègues. Je pense que aussi il faut rappeler historiquement, depuis l'indépendance, de gros efforts ont été investis par le gouvernement pour répondre à l'alimentation en eau potable. Et jusqu'à mettre en place un programme national sur une période d'une quinzaine d'années, le schéma directeur de l'eau, élaboré par le ministère de l'Agriculture, qui a permis de solutionner de nombreux problèmes d'alimentation en eau potable, et dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Et parallèlement donc avec les différentes solutions qui traditionnellement étaient appliquées, telles que les forages, les puits, etc., il y a eu aussi toute la mobilisation des eaux de surface. Et depuis une quinzaine d'années, au ministère de l'Agriculture, il y a même une nouvelle direction qui a été créée dans ce sens-là, la direction des grands travaux, en coopération avec la direction. Quel est l'état des lieux aujourd'hui en termes de potentialité pour assurer à court terme l'autosuffisance en eau à Djibouti? Il y a une compréhension aujourd'hui, une réalité, c'est le pragmatisme. C'est qu'avec tous ces efforts investis sur le plan technique, sur le plan de l'approvisionnement en eau, on est arrivé à une situation où il est difficile de mobiliser les eaux souterraines. Parce que nous sommes dans un contexte de climat aride, rappelons-le. Nous n'avons qu'une moyenne très chaud annuelle de 150 à seulement 100 mm d'eau par an, donc c'est parmi les pays les plus arides. Les bilans en eau qui ont été faits montrent que l'évapotranspiration transporte l'eau jusqu'à plus de 83%. Ce qui reste en fait en termes de ressources par rapport à la lame d'eau précipitée n'est que de 10%. Donc voyez-vous un peu la difficulté de mobiliser cette ressource en eau, financièrement et techniquement. Et c'est de là donc que vous avez très bien fait le lien par rapport à l'amener de l'eau de l'Éthiopie. Alors, Monsieur Djama Abdi, aujourd'hui, l'eau coûte cher pour certains Djiboutiens. Est-ce que vous êtes en situation aujourd'hui, puisque visiblement je vois que vous êtes venu assurer le service après-vente après l'intervention de M. Fouad Abdo, puisque vous êtes aussi de l'ONED, votre eau coûte trop cher. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en situation de diminuer les tarifs? Alors, l'eau, certes, certaines personnes le trouvent cher, oui. Mais si on fait un benchmarking par rapport aux autres pays d'Afrique, je trouve que notre eau n'est pas chère du tout, n'est pas cher payée du tout. Faut rappeler que l'eau est gratuite, c'est le service qui est payant. Et actuellement, compte tenu du coût de l'énergie que vous avez vous-même constaté, le coût de l'énergie est assez élevé, nous pompons l'eau pour extraire du sous-sol et nous la distribuons par pompage chez les habitations. Donc ce que nous faisons payer en réalité à la population, c'est surtout le coût de l'énergie et non le coût de l'eau. Est-ce qu'il est envisageable une forme de subvention par l'État de façon à baisser le tarif, puisqu'il y a beaucoup de Djiboutiens qui pensent effectivement que l'eau coûte cher. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les consommateurs djiboutiens qui le disent. Oui, alors l'État déjà a pensé à subventionner de manière comment dire, très importante déjà l'accès à l'eau, en obtenant des financements de bailleurs de fonds étrangères, comme par exemple le fonds arabe, qui nous a octroyé un prêt pour réaliser des branchements. Donc l'accès à l'eau s'est vu réduire de moitié pour la population. Bon, maintenant nous travaillons à effectivement aussi réduire le coût de la consommation. Sachez que dans la tarification de l'eau, il y a une tranche qu'on appelle tranche sociale, qui est vraiment une tranche très basse, qui se trouve entre 0 et 20 mètres cubes. Et généralement, là, si un foyer normal consomme normalement, 20 mètres cubes, c'est largement suffisant. Alors, M. Moussa, le directeur de l'ONED, a annoncé dans ce débat 3 projets. Un projet solaire, un projet éolien et un autre, troisième, qui est géothermique, celui-là. Quelle est la faisabilité de ces 3 projets annoncés ici? D'accord, merci beaucoup. Je vais peut-être revenir un peu rapidement sur justement la potentialité de l'eau, mais effectivement, et la relation qu'on peut avoir. Comme effectivement on a un temps réduit voilà. pour ce débrief, pour cette partie consacrée au débriefing, on est obligé de
d'aller très rapidement. Pas de souci, pas de souci. Oui, dites-moi. Non, la faisabilité des projets annoncés ici qui sont censés mobiliser 120 MW pour votre pays, ce qui couvrirait l'ensemble, la totalité des besoins. Quelle est la faisabilité donc de ces projets? Alors, la faisabilité de ces projets, je vais peut-être m'attarder rapidement sur la partie géothermie. Voilà, effectivement, que nous, en tant que spécialistes dans ce domaine, qu'on essaie de trouver une solution rapide. C'est que, effectivement, le gouvernement djiboutien nous a vraiment soutenu ces 15 dernières années, effectivement, à l'exploration de ces gros potentiels que nous disposons. Compte tenu de l'impact que cette énergie pourrait avoir une fois qu'elle sera, par exemple, exploitée sur la population locale, à savoir, par exemple, les ménages, justement, le coût du ménage qui sera diminué. Effectivement, si on a l'énergie géothermique, effectivement, on pourra facilement désaliniser l'eau de mer, mais aussi mobiliser les eaux profondes que nous disposons actuellement, qu'on a d'ailleurs un fort potentiel. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement en termes de développement de géothermie? Si je reviens sur cette question, c'est que actuellement nous avons déjà réalisé, en tant que quand j'étais les études de faisabilité ont déjà été réalisées. En fait, en géothermie, il faut le dire, il y a plusieurs phases. Ce qu'on appelle les études de préfaisabilité. Vous en êtes où? Rapidement. Nous, on est à l'étude de faisabilité. Actuellement, on a 2 projets phares qui sont en cours actuellement, au site de la Cassale, dans lesquels les forages vont débuter bientôt. Un projet financé 100% par le gouvernement djiboutien qui est au sud de la Cassale et un autre projet financé par les bailleurs et qui est vers le nord de la Cassale, on l'appelle Fiale. D'accord. Monsieur Mohamed, les 3 projets cités par l'ONED, le directeur de l'ONED ici, quand on laisse de côté la question géothermique, enfin l'aspect géothermique, les 2 autres, solaire et éolien, ce sont des projets crédibles, dignes de foi. On peut espérer qu'à court terme, ils soient mis en exécution? Absolument. L'expérience est déjà très longue en République de Djibouti, à travers les institutions techniques comme la nôtre, le centre de recherche. Le solaire a été démontré depuis longtemps et il y a déjà depuis une dizaine d'années des mini-centrales solaires qui sont installées en République de Djibouti. Et il y a même une expérience qui est faite à la connexion avec le réseau national d'une centrale solaire de 300 kW. Et ce projet que le président a inauguré récemment dans le Grand Bara, on en a parlé tout à l'heure, 50 MW cette année et puis 50 autres qui vont se faire sur les 5 prochaines années pour atteindre un total de 300 MW. Cette faisabilité est tout à fait réalisable. Vous confirmez effectivement la faisabilité de ces projets. Monsieur Amadou, dites-nous, vous êtes économiste, c'est vrai. Le directeur de l'ONED a annoncé ici que régulièrement le prix du kilowattheure connaît des baisses et que là on est passé de 38 francs à 27 francs. Est-ce que le prix est aujourd'hui pour l'ensemble, vous êtes économiste, pour l'ensemble de vos compatriotes, le tarif de 27 francs le kilowattheure paraît supportable pour l'ensemble pour la majorité des ménages djiboutiens? Oui, du point économique, on peut dire qu'on est passé des 60 jusqu'à 27 francs pour les ménages, donc pour la tranche sociale. Donc, par exemple, c'est une réduction vraiment spectaculaire. Et en même temps, il faut savoir, parce que le pouvoir d'achat des ménages, donc les SMIC à Djibouti, c'est à peu près 40 000 francs. Donc, si vous multipliez les kilowattheures par 27 francs, donc ça peut à peu près. Donc ça dépend aussi des électroménagers que les ménages disposent chez lui. Donc un ménage moyen, donc, par exemple, qui dispose d'un SMIC ne peut pas se permettre d'avoir accès à tous ces matériels-là. Donc on peut envisager une forme aussi de subvention? Des subventions, donc afin de réduire un peu les prix à la tarif. Je sais que le thème mobilise et préoccupe beaucoup de Djiboutiens. J'ai la chance d'avoir de grands experts avec moi autour de cette table. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Nous reviendrons sans doute à d'autres occasions sur la question. Je vous propose de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour évoquer ensemble la candidature de M. Moussa Ali Toutou. À tout de suite.